Bonjour à tous, Emmanuel Boquet, en présence d'Olivier Malignure aujourd'hui. Nous sommes dans le cadre du Digital Boost Programme où on essaye d'aider les PME dans leur stratégie, dans leur exécution au quotidien, de leur donner des pistes, leur donner des conseils, les former sur différents sujets. Et donc aujourd'hui, Olivier Malignure, DG de Welcome Energy Services, est parmi nous. Il a une longue expérience dans l'énergie en général et le pétrole en particulier. Et il va nous parler des opérations pétrolières en eau profonde au Sénégal et ailleurs, dans un esprit PME, donc une fois n'est pas coutume, contrairement à ce qu'on entend beaucoup qui sont souvent des problématiques étatiques, géostratégiques, là on va parler de choses très concrètes. Olivier, merci beaucoup d'être là, merci beaucoup pour ton temps. Je te laisse te présenter rapidement et enclencher. Très bien. Bon, comme M. Boquet l'a souligné, nous allons parler des opérations pétrolières en eau profonde, essentiellement en eau profonde, puisque au Sénégal, c'est beaucoup en eau profonde que ça se passe. Et on va regarder que ce n'est pas seulement pour les grosses sociétés, mais que vous pouvez être concerné au niveau des PME. Alors, je suis là. Je voudrais me présenter un petit peu. Alors, qui je suis, en fait, quand j'ai commencé à travailler, c'est quand le film Robocop est sorti. Il y avait le film Predator aussi qui sortait à la même époque, c'est-à-dire en 87, fin 87. J'ai travaillé beaucoup en Angola, au Congo, beaucoup au Nigeria. J'étais spécialiste des chantiers à terre, les chantiers à risque que personne ne voulait faire. J'ai travaillé Gabon, Cameroun, enfin un petit peu partout, comme géologue de sonde et comme ce qu'on appelle mudlogger. Donc j'étais sur les chantiers. Et puis après, je suis retourné en France. J'ai travaillé dans les bureaux de Total. J'ai travaillé pour faire des études pour ELF, pour Perenco, etc. Donc dans des bureaux. Après, j'ai travaillé un petit peu dans la logistique au Nigeria. Et j'ai ensuite été embauché par Schlumberger. J'ai évolué dans ma carrière chez Schlumberger, qui est une grosse société de services dans le pétrole. Et mon dernier emploi chez Schlumberger, c'est très intéressant parce que je m'occupais des relations entre le groupe Schlumberger et les sociétés nationales et les agences gouvernementales. Et donc, quand le groupe Schlumberger arrivait dans un pays pour des opérations, il me demandait de partir dans le pays et puis de faire un peu une enquête, regarder les cliniques, regarder les chauffeurs, les maisons, les logements, la sécurité, etc. Alors, j'ai fait ça un petit peu au Ghana, j'ai fait ça surtout au Togo, au Bénin. J'ai été à Bamako aussi pour une opération et j'ai fait ça au Sénégal. Donc, si vous voulez, j'étais au Sénégal en 2013-2014. Non, en fait, 2013. Tout 2013, j'étais au Sénégal. J'ai fait plusieurs missions au Sénégal pour le groupe Schlumberger s'implanter au Sénégal. Alors ça, c'était d'un côté de la barrière. Et puis après, je me suis retrouvé dans une société ghanéenne. J'ai quitté le groupe Schlumberger. Plutôt, Schlumberger m'a quitté, c'était 2014-2015, la crise. Et j'ai travaillé pour une société ghanéenne. J'étais directeur technique de cette société ghanéenne. Et là, je voyais du côté national, du côté d'une PME locale, quelles sont les difficultés, quelles sont les stratégies à suivre pour contacter les grands groupes, pour contacter les opérateurs, etc., et se développer dans le domaine pétrolier. Et puis, fort de ça, je suis parti de cette société ghanéenne et j'ai créé ma propre société à la suite de différentes opportunités qui se sont faites. Et j'ai créé cette société au Sénégal, qui s'appelle Welcome Energy Services, avec un certain nombre une stratégie bien définie. Voilà pour résumer un peu le parcours. Donc, j'ai vu, si vous voulez, les deux côtés de la barrière. Et c'est assez intéressant parce qu'on en tire pas mal de leçons. Alors, le but de ce séminaire, en fait,
je voudrais d'abord que vous compreniez la chaîne de valeur de l'amont pétrolier et gazier. Donc, quelles sont les différentes opérations à faire. Ensuite, je voudrais que vous compreniez aussi tous les challenges, tous les difficultés auxquelles on fait face quand on est au Sénégal ou dans ce qu'on appelle le MSGBC, ce qui veut dire, c'est une abréviation qui veut dire Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau et Guinée-Conakry. C'est toute cette zone, en fait, qui est regroupée. Et comment vous, les PME sénégalaises, vous pouvez en tirer profit, comment vous pouvez vous en sortir, comment vous pouvez casser l'os et avoir la moelle. Alors, on va regarder d'abord l'histoire un peu de l'amont pétrolier au Sénégal. Ensuite, on va essayer de comprendre ce qu'on appelle l'offshore, l'offshore profond et ultra profond. Et puis ensuite, on va voir ces opérations avec les différentes phases d'opération. Je n'irai pas toutes les phases et on va aller vraiment très rapidement parce que c'est quelque chose qui normalement, c'est un cours qui normalement devrait prendre 2-3 jours au minimum. Okay. Donc, l'amont pétrolier au Sénégal, ça remonte à très longtemps. Ça remonte en 1917. En 1917, on a trouvé du bitume au Sénégal. Ensuite, dès 1922, on a trouvé du gaz et du pétrole dans de l'eau. Et puis ça s'est calmé, puis on ne trouvait plus rien. C'était pas très intéressant. Ensuite, de 1952 à 1979, on a fait un maximum de recherches. Ils ont fait 122 puits d'exploration. Ils n'ont rien trouvé, sauf dans les années 70, début des années 70, en Casamance, dans le domaine peu profond de la Casamance, jusqu'à 200 mètres de profondeur. J'ai la carte juste au-dessus de ma tête, c'est pour ça que j'en parle. Donc, en Casamance, à la frontière avec la Guinée-Bissau, on a découvert du pétrole très, très lourd, très lourd et qui n'était pas économiquement valable. Donc, on ne pouvait rien en faire. Okay, mais des quantités énormes. Hein. C'est vraiment très important ce qu'il y a là. Et puis en 81, on a décidé on ne trouvait rien, ce n'était pas intéressant, ce n'était pas économique. Donc en 81, on a créé Petrosen pour un peu promouvoir l'amont pétrolier. Et puis on a découvert finalement un peu de pétrole, je dois dire grâce aux efforts d'un géologue qui était relativement brillant, qui s'appelait Macky Sall, et on a découvert du pétrole sur une zone qui s'appelle Diamnadio. Entre parenthèses, vous voyez qu'être géologue, ça mène à tout. Et un petit peu plus tard, on a découvert du gaz sur une zone qui est un peu plus au nord, qui s'appelle Gadiaga, qui produit toujours, d'ailleurs, le champ de Gadiaga produit toujours du gaz pour la Sococim. Et ensuite, bon, ça en est resté jusque-là, on était un peu en attente. Et puis en 2014, Kingo, on découvre SNE, grosse découverte par Kern de SNE, et puis qui s'enchaîne, découverte de FAN, donc c'est un autre champ pétrolier, pas très loin de SNE, et puis BP et Cosmos, enfin c'est Cosmos en fait qui a découvert ça. Cosmos découvre GTA, qui s'appelait à l'époque Tortue, et puis de l'autre côté de la frontière, il découvre Harmein. Donc, ça a donné GTA, qui n'est pas un jeu vidéo seulement, mais qui est un champ pétrolier ici, un champ gazier ici. Et donc, ils ont découvert GTA. C'est à peu près 20 téracubic feet de gaz. C'est énorme. Ça correspond, si vous voulez, le plus gros producteur les plus grosses réserves de gaz en Afrique, c'est le Nigeria. C'est aux alentours de 200 téracubic feet. Donc, 20 téracubic feet, ça correspond sur un seul champ à 10% des réserves du Nigeria. Et puis ensuite, on découvre Teranga et Yakar. Teranga qui doit faire à peu près 5 téracubic feet et Yakar qui en fait une quinzaine. Donc, on se retrouve avec quelque chose, 40 téracubic feet de gaz. C'est énorme, hein, c'est énorme. C'est 20% des réserves du Nigeria. Sur un pays comme le Sénégal, c'est très gros, très gros. Et surtout, ce sont des gros champs. Donc, il n'y aura pas besoin de faire une infrastructure pour collecter le gaz, etc. Alors, qu'est-ce que ça nous donne dans un futur proche?
Dans un futur proche et relativement certain, ça nous donne une courbe de production comme ça. Donc, vous voyez, en bleu, vous avez la courbe, le pétrole qui va être produit par Sangomar, le champ de SNE. Okay, et puis, vous avez le gaz qui va être produit par GTA. Okay. Simplement, cette courbe a été faite un petit peu dans le passé, donc vous devez décaler de 1 an, passer à 2023 pour voir les courbes. Mais vous voyez qu'on ne va pas se retrouver dans une logique comme, je dirais, le Nigeria. Le Nigeria, c'est 2 millions de barils équivalents de pétrole. Ce sera à 10% du Nigeria de production, et c'est déjà beaucoup. Ça correspond à la production de pays comme ce que le Tchad a produit, ou bien je dirais 200 000 barils, c'est le Ghana, par exemple, ce que le Ghana produit, ou va produire. Donc, c'est bien, hein, c'est vraiment un truc, pour le Sénégal, c'est un truc sympa. C'est vraiment une production intéressante. Et surtout, ça s'étale, c'est comme c'est des gros champs, ça s'étale jusqu'à 2050 à peu près. Bon, et ça, c'est ce que je dirais, ça, c'est les choses certaines. Maintenant, il y a plus intéressant, ce sont les futurs probables. Alors, le futur probable, c'est le deuxième champ de pétrole qui a été découvert, c'est le champ de Fan, qui pourrait produire 75 à 120 000 barils par jour, qui pourrait aussi ne produire pas grand-chose parce qu'on a foré un seul puits dessus, donc on ne sait pas trop, comme il y a beaucoup d'incertitudes dessus. Et puis, les champs de Teranga et Yakar, qui sont beaucoup mieux connus, qui pourraient produire 80 000 à 150 000 barils équivalents par jour de gaz. Donc, ça sera du gaz, mais ça correspondrait à produire 80 000 à 150 000 barils par jour de gaz. Et là, on monterait à des productions qui seraient presque à 200 000 barils par jour. Ça devient intéressant, ça devient vraiment intéressant. Et surtout, 80% de l'offshore est complètement inexploré au Sénégal. Il y a encore plein à trouver, probablement, peut-être rien, hein, mais moi je pense qu'il y a encore pas mal à trouver, il y aura de bonnes surprises qui vont venir. Alors, voilà, et maintenant il y a le futur possible. Pensons stratégie, alors pourquoi je dis pensons stratégie? Sur l'Afrique de l'Ouest, vous voyez, il y a 4 grandes métropoles, hein, c'est pas compliqué, on a Dakar, on a Abidjan, on a Accra et on a Lagos. Okay. Maintenant, si je regarde dans un rayon de 1000 km autour de Dakar, quels sont les projets qui vont avoir lieu? Okay. On a des projets de développement de gaz en Mauritanie. On a des projets de développement de gaz au Sénégal, projets de développement de pétrole au Sénégal. On a de l'exploration en Mauritanie, on a de l'exploration au Sénégal. On a de l'exploration en Gambie. On va avoir de l'exploration en Guinée-Bissau. Dans la GC, excusez-moi, la GC, c'est la zone qui est comprise entre la Guinée-Bissau et le Sénégal. C'est une zone avec un statut un peu particulier. C'est pour ça que je la considère comme un pays à part. On a de l'exploration en Guinée-Bissau. On va avoir de l'exploration en Guinée-Conakry. Et même, avec un peu de chance, on aura quelque chose en Sierra Leone, qui est juste à la limite. Ce qui veut dire qu'il va y avoir beaucoup d'activités dans cette région. Okay. Il va y avoir beaucoup d'activités. Qui dit exploration, c'est tellement vaste qu'au bout d'un moment, il va y avoir une découverte, que ce soit en Gambie, d'abord, en Gambie, c'est pratiquement sûr, en Gambie, en Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry, voilà, il y aura une découverte. Et la seule grosse métropole qui existe dans cette zone-là, c'est Dakar. Et ça veut dire que Dakar va être appelé à jouer un rôle prédominant, va jouer un rôle de ce qu'on appelle de hub, de centre d'activité pour le pétrole dans cette sous-région. Okay. Et le but du jeu, c'est d'en faire partie de ce jeu, justement. Okay. Alors, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que l'offshore profond et ultra profond. Ce n'est pas très compliqué. En fait, l'offshore profond et ultra profond, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est variable. On dit que ça va de 200 mètres jusqu'à 500 mètres de profondeur. C'est-à-dire que c'est la limite des plus fortes vagues, 200 mètres. Au-delà de 200 mètres, les vagues ne se font plus sentir.
et jusqu'à 500 mètres de profondeur. Quant à l'offshore ultra profond, ça débute aux alentours de 1500 à 2000 mètres. Okay, c'est absolument inconnu, c'est moins connu que la planète Mars. Il y a 7% des fonds marins qui ont été reconnus et cartographiés seulement. Donc, on ne connaît rien de cet offshore profond et ultra profond. On connaît mal, disons. Voilà les zones qui, dans le monde, ce sont des zones en jaune où il y a de l'offshore profond et ultra profond. Vous voyez, toute cette zone-là, etc. Et nous, on est là. Donc, on a découvert des choses là. Mais vous voyez qu'il y en a un peu partout dans le monde, encore des zones qui ont été explorées ou pas explorées. Dernièrement, on a fait des découvertes en Afrique du Sud, par exemple. Donc, il y a pas mal de choses à découvrir encore. À titre d'exemple, ces 30 dernières années, il y a eu beaucoup de découvertes. D'abord, il y en a eu dans des zones qu'on connaissait très bien, comme le golfe du Mexique, l'Angola, le bassin de Campos au Brésil, le Congo, le delta du Niger, le bassin ivoirien et ghanéen, enfin, ce qu'on appelle le Tano Ivoirian Basin, c'est-à-dire c'est une zone qui est partagée entre Côte d'Ivoire et le Ghana. Et puis, il y a des provinces, nouvelles provinces. Alors, il y a la région du delta du Nil en Égypte, il y a le bassin MSGBC, c'est celui qui nous concerne. Il y a la zone dans l'est de la Méditerranée, en Inde, en Indonésie, et très très grosse zone dernièrement, c'est la Guyana et le Suriname. On a découvert énormément de pétrole là-bas. Et tout ça, eh ben, l'offshore profond, ça pourrait être 350 milliards de barils de pétrole, c'est-à-dire 8% des réserves mondiales. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Ça veut dire que on pense que dans 25 ans, dans le futur, excusez-moi, dans 10 ans, 25% des réserves seront dans l'offshore profond. Okay. Alors, il y a des choses qui ne sont pas marrantes dans l'offshore profond. D'abord, la pression, elle est très, très forte. On a des pressions incroyables. Okay. La pression pour Sangomar est à 70 mètres, à 800 mètres de profondeur à peu près. Et donc, à 800 mètres de profondeur, eh ben, vous avez des pressions qui vous écrasent des balles de ping-pong complètement. Je ne vais pas donner les chiffres, mais c'est grosso modo, vous avez vos balles de ping-pong, elles sont écrasées, vos balles de tennis, elles sont écrasées en rien. Et si vous mettez un tube en acier pas très épais, votre tube en acier il va être complètement écrasé également. Et Teranga, Yakar, GTA, Teranga, Yakar, tout ça, c'est entre 2500 et 2800 mètres. Donc, des pressions 3 fois plus fortes et surtout des températures. Bon, Sangomar, on est aux alentours de 7 degrés. Je n'ai pas les chiffres exacts. Je n'ai pas demandé à Woodside de me donner les chiffres, mais c'est aux alentours de 7 degrés, je pense, à peu près la température au fond. Et pour GTA, on est aux alentours probablement de 4-5 degrés, peut-être même 3-4 degrés de température au fond de la mer. Il fait très froid. Et qui dit froid dit que les solides, certains liquides commencent à se congeler et ça pose des problèmes pour la production, par exemple. Okay. Alors ça, c'est une petite image pour vous montrer qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on est à 2800 mètres qu'on n'a rien. Attendez que j'arrête le son. On n'a pas de vie, on a toujours des animaux qui vivent à 2800 mètres de profondeur. On a voilà, un exemple de poisson, on voit qu'il y a des sortes de filaments, ce sont des animaux qui sont là. Il y a des tas d'animaux qui vivent encore à cette profondeur-là. C'est une zone où la vie existe et donc il y a des challenges environnementaux qu'il faut respecter. Okay. Et voilà, ça c'est une variété de requins qui existe à cette profondeur. En plus, il ne faut pas s'imaginer que les fonds marins, ils sont plats. Ce n'est pas plat comme ça. Ça, par exemple, c'est au niveau du golfe du Mexique, je crois. Je crois que c'est le canyon du Mississippi. Et vous voyez, vous avez un canyon immense.
Et c'est des choses très impressionnantes. Ça, c'est dans la mer Baltique. Vous voyez qu'en mer Baltique, vous avez des fonds avec des ripple marks, comme sur une plage, vous voyez un peu, comme au fond de la mer peu profonde. Et puis, ça, c'est des récifs coralliens, en fait, des coraux spéciaux, des coraux qui vivent en eau profonde. Et ça, c'est une image qui provient, je crois, de l'Angola, ce qu'on appelle des pockmarks. C'est-à-dire, c'est quand vous avez du gaz qui est sous pression, qui remonte à la surface, qui explose là. Enfin, il n'explose pas, mais il sort de la surface et ça fait des trous comme ça dans le fond marin. Alors, ça fait entre il y en a des tout petits de quelques mètres de diamètre, mais il y en a qui font plusieurs centaines de mètres de diamètre. Okay. Ça, c'est la rivière Congo. Okay. Il y a un canyon au large du Congo qui continue la rivière Congo. Et ça, c'est le Sénégal. Alors, vous voyez le Sénégal, enfin toute la zone, en fait. Vous voyez qu'il y a un canyon au Sénégal, ici, qui s'appelle le canyon de Yakar. Vous avez ici ce qu'on appelle un ciment, c'est-à-dire une montagne sous-marine qui émerge presque de la surface. Vous avez un autre canyon ici. Okay. Là, c'est la zone de Sangomar. Et vous voyez, dans la zone de Sangomar, si on zoome un peu, on voit qu'il y a une zone plate, qui est le plateau continental qu'on appelle. Ensuite, il y a le talus continental, et vous voyez que ce talus continental est entaillé par des canyons, okay, tout le long. Okay. Donc, c'est une zone qui est dans ce coin-là, à la frontière avec la Gambie, okay, sur la petite côte. Voilà, donc vous voyez cette côte, il y a beaucoup de... C'est pas plat le fond marin, c'est pas plat du tout et il y a des études à faire, il faut regarder ce qui va se passer. Alors, comment ça se passe pour rentrer dans le... Voilà. Comment ça se passe pour rentrer d'avoir un bloc? La première chose, c'est que les gens dans les bureaux, ils vont faire, il y a des groupes qui font des études sur toute une zone. Ils vont, par exemple, étudier tout le nord-ouest de l'Afrique. Okay, et puis, ils se diront, bon, cette zone-là, on laisse tomber. Okay, dans 30% des cas, ils laissent tomber. Et puis, dans certains autres cas, eh ben, ils vont se dire, ça vaut la peine, on va acquérir un bloc. Et puis, on va faire des études sismiques et des études géologiques. Et ils font des études sismiques, ils font des études géologiques, et ensuite, ils se disent, bon, ça ne vaut pas la peine. Allez, dans 20% des cas, ils laissent tomber, ils partent de ce bloc. Et dans d'autres cas, eh ben, on continue, et puis on va faire un forage d'exploration. Et puis, dans certains cas, eh ben, le forage d'exploration, eh ben, ça ne vaut pas la peine, on laisse tomber. Okay, 70% des cas, le forage, il est sec. Donc, on est obligé de revenir à des études, refaire des études et relancer la boucle. Ou bien, on fait un forage et puis on s'en va. Okay. S'il y a une découverte, eh bien, on y va. Alors, ça veut dire qu'il y a une découverte, donc 70 multiplié par 80 multiplié par 30% des cas. Ça veut dire 16,8% des cas sur les études. Au début des études, quand on commence une étude d'une zone, eh ben, on aboutit à une découverte dans seulement 17% des cas. Et cette découverte devient commerciale, c'est-à-dire qu'on trouve du pétrole suffisamment ou du gaz suffisamment pour le mettre en production, seulement dans une fois sur 5. Donc, vous divisez ces 17% par 5 et vous avez en fait ce qui ça correspond réellement. Donc, vous voyez que c'est un jeu qui est très risqué. C'est un jeu qui est très risqué et vous allez comprendre comment ça marche. D'abord, on va acquérir des données, d'accord? On va aller voir les sociétés nationales la plupart du temps et on va acheter ce qu'on appelle des data packages, des packs de données, des ensembles de données sur des blocs. Ça coûte, ça dépend, hein, des fois ça coûte quelques dizaines de milliers de dollars, mais des fois ça va monter jusqu'à 150 000, 200 000 dollars pour un seul bloc. Okay? À ce moment-là, il n'y a personne dans le pays. Okay? Donc, si vous entendez dire que, par exemple, ExxonMobil est rentré au Sénégal, si ExxonMobil rentre au Sénégal,
n'imaginez pas qu'il va y avoir des dizaines de personnes d'ExxonMobil qui vont être là. Il y aura peut-être un représentant légal, c'est tout. Mais en général, il n'y a personne d'intéressant pour vous dans le pays. Maintenant, si c'est OK, à partir de ces données, on fait des études. Et si c'est OK, là, on va payer ce qu'on appelle un signature bonus. C'est un bonus d'entrée. Et ce bonus d'entrée, c'est une somme, c'est une certaine somme qui varie de 100 000 $ à 100 millions de dollars pour l'Angola. Okay. Souvent, en plus du signature bonus, on donne un petit peu d'argent à la société nationale pour qu'elle achète de l'équipement, des logiciels, elle fait des formations, etc., pour participer à la responsabilité sociale. Okay. Donc, ce que vous voyez là, la carte que vous voyez là du Sénégal, c'est l'appel d'offres il y a un appel d'offres en ce moment, okay, ce qu'on appelle un licensing round, une mise aux enchères de blocs, qui a commencé en 2019, peut-être début 2020, je crois que c'est début 2020 ça a commencé, en fait. Et on en a entendu parler depuis 2019. Et tous les blocs en bleu clair, ce sont les blocs qui sont mis en vente. Ce qui est en rouge, ce sont les découvertes de gaz. Ce qui est en vert, ce sont les découvertes de pétrole. Et voilà. Donc, si vous êtes intéressé, ben, vous pouvez, je ne sais même pas si c'est encore disponible, mais vous pouvez vous lancer. Voilà. Alors, il y a différents modes d'acquisition de blocs. Il y a les appels d'offres, okay, les ventes aux enchères, qui peuvent être publiques ou non publiques. Okay. Donc, public, il y a le cas des États-Unis, du Brésil, du Nigeria, de l'Angola, de la Tanzanie, de la Norvège, etc. Et au Sénégal, c'est à la fois public et non public. C'est-à-dire qu'on sait ce qui a été payé, mais on ne sait pas. Il n'y a pas le grand spectacle avec une grande pièce où tout se passe, etc. etc. Moi, j'ai été chef de projet sur des appels d'offres publics au Nigeria en 2005, 2006 et 2007. C'est extrêmement intéressant, c'est fantastique, hein. Ça vaut la peine ce truc-là, parce qu'il y a une pension, enfin bref. Signature, donc, quels sont les paramètres qui sont pris en charge? Bon, il y a le nombre de puits que les gens vont forer, le signature bonus, donc combien on va payer, combien on va faire de sismique, l'investissement, combien on va investir localement, combien on va donner pour faire des formations, etc., etc. Donc, ensuite, il y a une autre façon de faire les choses, c'est au cas par cas. Okay. Donc, quelqu'un qui arrive, qui dit oh, moi, écoutez, je suis intéressé par votre bloc, par tel bloc. Est-ce que je peux rentrer? Et ça peut être des cas par cas publics, comme c'est en France, en Allemagne ou en Australie, ou bien non publics, comme c'est le cas au Nigeria, au Ghana, au Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Dans certains cas au Sénégal, ou avant au Sénégal plutôt. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les farming, les farmages. C'est-à-dire qu'il y a une société qui a un bloc, et puis vous allez dire ouais, moi je suis intéressé pour rentrer dans ce bloc, donc je vais donner tant d'argent à cette société-là, elle va relâcher tant de pourcentage de ses parts. Okay. Ça, c'est dans n'importe quel pays. Okay. Et finalement, il y a ce qu'on appelle les associations techniques, c'est-à-dire qu'il y a une société qui va arriver et qui va payer le développement du champ, qui va prendre un pourcentage des coûts de production, qui va faire un transfert technologique et en échange, ils vont se payer sur la production. Okay. C'est un système un petit peu différent que je connais. Bon, il y a effectivement le Venezuela que je connais bien. En Arabie Saoudite, ils font ça, et au Nigeria aussi, je connais assez bien le système des associations techniques. Ça se fait de temps en temps avec des grosses sociétés nationales qui font ce système-là. Mais c'est bon. Voilà. Alors, pour vous, pratiquement, quoi faire? Ben, je vais être clair avec vous, à cette phase-là, il y a très peu d'opportunités. Il faut pour vous faire de la veille
il faut se renseigner, il faut savoir ce qui se passe dans votre pays. Il faut donc, je vous donne 2 sites. Un site sénégalais qui s'appelle Or Noir Africa, qui est relativement bien renseigné, qui donne des informations relativement valables sur ce qui se passe au Sénégal, enfin dans toute la sous-région. Et un site de référence qui s'appelle Energypedia. Il faut filtrer, et vous filtrez sur le Sénégal ou vous filtrez sur l'Afrique, et vous allez voir tout ce qui se passe tous les jours. Vous allez voir ce qui se passe dans ces pays-là. C'est bien, Energypedia, c'est un truc de référence. Vous allez avoir vraiment toutes les informations. Or Noir Africa, vous aurez plus de détails, ok, mais ça sera peut-être pas aussi, vous n'aurez peut-être pas autant d'informations aussi détaillées que sur Energypedia. Energypedia, c'est vraiment bien. C'est deux niveaux de référence différents. Et les deux sont complémentaires. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions là depuis que j'ai commencé? Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que tout le monde comprend? Oui. Pour l'instant, je n'ai pas encore reçu de questions dans le chat, donc je pense que c'est relativement clair. Et puis surtout, tu l'as dit toi-même, à ce stade, pas d'opportunité pour les PME. Oh non, pas trop. Alors, on attend la suite avec impatience. Alors. On arrive à la phase d'exploration. Ça commence à devenir plus intéressant. Alors, la phase d'exploration, on va forer. C'est rare qu'on fore directement. Ce qui se passe, c'est qu'en général, d'abord, on va faire une sismique. C'est-à-dire, on va avoir un bateau qui a ce qu'on appelle un air gun, c'est un canon à air qui va tirer des bulles d'air. Ça va faire des ondes sonores qui se propagent dans le fond et qui ensuite se propagent dans les roches et qui sont réfléchies par les différentes couches géologiques et qui sont captées ensuite par des hydrophones qu'on trimballe derrière le bateau. Et ça permet d'avoir une idée, des tas d'idées sur ce qui se passe. Alors, dans ce cas, il va falloir d'abord faire une étude environnementale. Okay. Il va falloir faire également une étude météo-océan, c'est-à-dire une étude pour comprendre les courants, la température des eaux, etc., etc., comprendre ce qui se passe à ce niveau-là. Et les sociétés en général, elles insistent de plus en plus maintenant sur tout ce qui est responsabilité sociale. Avec les communautés, commencer à discuter, commencer à préparer le terrain, expliquer ce qu'on fait, etc. Donc, il y a d'autres méthodes que la sismique, hein. Comme par exemple, il y a une méthode qui s'appelle la CSEM, qui consiste à tirer, à passer dans l'eau un câble isolé, bien entendu, avec 10 000 ampères, excusez-moi, 5 000, 10 000 ampères qui sont dans ce câble-là. Et au fond, on a des capteurs et on reçoit, en fait, on mesure la résistivité des roches, comment le courant passe à l'intérieur des différentes couches. Donc, si vous avez du pétrole, eh ben, c'est de l'huile, c'est résistant, tandis que si vous avez de l'eau, ça laisse passer. Et ce n'est pas résistant, c'est plus facile. Donc, on peut arriver à avoir des images s'il y a du pétrole ou pas. À ce niveau-là, il y aura une équipe qui sera limitée, qui sera là pour la logistique. Okay. Donc, la sismique, elle va vous permettre d'avoir une idée de la géométrie des dépôts sédimentaires. Elle vous permettra d'évaluer si il y a des structures qui pourraient contenir des hydrocarbures. Elle permet de comprendre si les roches sont poreuses ou pas. Et elle permet, dans certains cas, de voir s'il y a des hydrocarbures. Le coût est entre 2 000 et 3 000 $ par kilomètre, si on fait de la sismique qu'on appelle 2D, et si on fait de la 3D, qui permet d'avoir une image en 3D, ça coûte entre 4 000 et 7 000 $ par kilomètre carré. Okay. Donc, quand vous avez une sismique de 2000 km², ben ça peut monter jusqu'à 10, 14 millions de $. Okay. C'est une opération qui n'est pas anodine, qui coûte un petit peu d'argent et qui donne énormément de renseignements. Okay. Voilà, par exemple, une sismique au large du Nigeria. Vous voyez on a à l'intérieur
ça, c'est à l'intérieur du sol, hein, ce n'est pas à la surface. Vous voyez qu'à l'intérieur du sol, on peut en mettre en évidence des sortes de chenaux comme ça, avec, où il y avait du sable qui ont été remplis par du sable, dans lequel il y avait des choses qui circulaient avant. Donc, comme c'est du sable et qu'aux alentours, c'est de l'argile, le sable, c'est poreux, donc ça pourra contenir du pétrole. Là, vous avez un autre chenal et qui ensuite, ça s'est étalé, là, les sédiments se sont étalés et ça donne une sorte, comme une sorte d'éventail, okay, qui est coupé par des failles. Tout ça, ce sont des failles qu'on voit là. Là. Il y a encore un autre chenal, il y a un autre chenal par là, voilà. Donc, ça, c'est un exemple au Nigeria, un relevé sismique, ça doit être à peu près à 1500-2000 mètres de profondeur, c'est ça. Ça, par exemple, vous avez le relevé sismique ici, les deux lignes qui s'entrecroisent, qui se croisent en angle droit. Et à partir de là, il y en a pas qu'une, hein, il y en a pas que deux, hein, comme ça, il y en a plein, des dizaines qui se croisent et des centaines plutôt qui se croisent comme ça. Et vous avez des puits, vous voyez les puits là. Ça, c'est au Sénégal, ok? Oui, au Sénégal. Et vous avez des puits, vous avez ici l'interprétation de certaines couches géologiques, ok? Le top de certaines couches géologiques. Et vous voyez ici le truc un peu plus violet là, qui perce ces couches géologiques et qui provoque clairement ces bombements. C'est du sel qui remonte à la surface. Okay. Donc, j'insiste, on n'est pas à la surface, hein, c'est en profondeur, on voit ce qui se passe en profondeur. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, il faut arriver à comprendre, se dire, est-ce que ça vaut la peine de rester? Donc, on essaiera on va faire un forage d'exploration pour comprendre, lever l'incertitude sur tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de savoir? Il y a 6 choses qu'on va prendre en considération. D'abord, est-ce qu'il y a pu y avoir génération d'hydrocarbures? Deuxièmement, est-ce que ces hydrocarbures, ils ont pu se déplacer dans les roches? Troisièmement, est-ce qu'ils ont pu trouver une roche poreuse? Quatrièmement, est-ce qu'il existe des sortes de structures géologiques avec une couverture imperméable pour garder ces hydrocarbures en place? Ce n'est pas le tout d'avoir un seau, mais si vous n'avez pas de fond dans le seau, ça ne sert à rien. Ensuite, ces hydrocarbures ont pu être conservés. Si on est trop près de la surface, il peut y avoir des bactéries qui rentrent à l'intérieur et puis qui vont foutre en l'air vos hydrocarbures. C'est ce qui s'est passé un peu sur le dôme Flore. Le dôme Flore, les hydrocarbures sont très près de la surface. Ils ont été probablement détruits ils étaient stockés dans cette couche qui est très poreuse et il y a des bactéries qui sont arrivées et qui ont détruit ces hydrocarbures et qui les rendent très visqueux. Et finalement, on regarde aussi les risques politiques et économiques. Il y a certains voisins qui sont un peu plus au sud, ils ont probablement des hydrocarbures, mais les gens se posent des questions, est-ce que ça vaut la peine d'investir là? Parce que l'environnement politique, économique, politique surtout, est un peu instable. Il y a un certain nombre de questions qui se posent au niveau des risques politiques et économiques quand il s'agit d'investir dans ce domaine. Okay. Alors, l'offshore profond, c'est récent en fait, hein, parce que le premier puits qu'on a foré, enfin les premiers puits vraiment dans l'offshore profond, c'était dans le golfe du Mexique, 446 mètres, c'était en 1966. Et puis ensuite, 75, on a commencé à descendre un peu plus profond, voilà. Et en 2003, Chevron Texaco, ils étaient aux alentours de 3000 mètres de profondeur. Okay. Nous, on va être entre 800 mètres, donc entre cette zone-là et là, 2700 mètres. Okay.
Donc, on sera dans cette zone-là. On sera quand même, pour GTA, on sera dans des zones de développement très profond. Okay, une zone vraiment très profonde. On n'utilise que 2 types de plateformes de forage. Et il y a les navires de forage ou bien il y a ce qu'on appelle les plateformes semi-submersibles. Dans le cas du Sénégal, pour le moment, on n'utilise que des bateaux de forage. Okay, le coût d'un bateau de forage est entre 250 000 et 500 000 $ par jour pour un forage d'exploration, auquel il faut rajouter les sociétés de services, auquel il faut rajouter la logistique. Ce qui veut dire qu'un forage, un puits d'exploration en offshore profond, va vous coûter entre 70 et 120 millions $. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas qu'on ait du stand-by, il ne faut pas qu'on attende il y a un produit qui n'est pas encore dédouané et puis on est obligé de mettre tout le risque, tout l'appareil de forage en stand-by. Si on le met en attente comme ça, ça va nous coûter par chaque jour 250 000 à 500 000 $. Divisé par 24 et vous verrez ce que ça coûte par heure. Divisé par 60 encore et là, vous allez être effaré pour ce que ça coûte toutes les minutes. Voilà. Quel type d'appareil on utilise? Donc, on utilise ce que je vous ai expliqué là, des bateaux de forage. Okay. Voilà un bateau de forage. Je remercie d'ailleurs Maersk, la société Maersk, de m'avoir donné les documents. On a mis Alexander. Voilà un bateau de forage de la société Maersk. Alors, vous voyez le mât de forage qui est là. Okay. Les quartiers d'habitation qui sont là. Et toutes les opérations, il y a des tiges, des tubelages, etc., des cuvelages qui sont stockés sur le bateau. Et le bateau lui-même, dans la coque, il y a des moteurs qui tournent pas en permanence, mais pratiquement en permanence, pour maintenir le bateau sur un point fixe. Donc, le bateau, en fait, il est maintenu en ce qu'on appelle du positionnement dynamique. Donc, il est maintenu à un point fixe. Et au milieu de la cale, là, il y a une sorte de trappe là, qui permet de faire passer les tiges de forage. Donc, il y a des tiges de forage. On fait passer les tiges de forage, bon, ça c'est une tête de puits par exemple, etc., à travers ça. Okay. Donc, ce sont pas des petits navires. Hein. C'est un bateau qui fait à peu près 230 mètres de long. Hein. C'est vraiment des gros machins. Hein. Il y a tout dessus. Il y a tout. C'est complet. Travailler là-dessus, ça vaut la peine. C'est très intéressant. Malgré tout, on a des risques, on a des choses qui arrivent. Là, je vais vous montrer le cas. Un pote. Attendez, vous entendez le bruit? C'est un pote qui m'a envoyé ça du Nigeria. En fait, on a foré, on n'avait pas mis de. Je vais arrêter le son. Ils n'avaient pas mis de. On était juste en surface, donc ils n'avaient pas mis de protection pour arrêter s'il y avait des fluides qui arriveraient. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une poche avec du gaz. Cette poche de gaz allait arriver. Le gaz est remonté en surface. Et puis, maintenant, il est remonté jusqu'à la surface de la mer. Et la surface de la mer se transforme en… C'est même pas une bouteille de Perrier, c'est quelque chose… c'est un mélange de gaz et d'eau. Donc là, si vous mettez un bateau à la surface, le bateau, il va couler. D'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez le bateau est tout au loin, là, parce que c'est dangereux, cette zone-là. Bon, ça, ce sont des risques, ce qu'on appelle le shallow gas, du gaz peu profond. C'est un risque qui a été maîtrisé, ça ne pollue pas, c'est juste du gaz, il n'y a aucune pollution, hein, c'est du gaz qui remonte à la surface. C'est simplement dangereux parce que s'il y a une étincelle, tout s'enflamme, donc c'est un petit peu dangereux, il faut faire attention. Voilà. Alors, pour vous, quoi faire? Bon, pour la sismique, on n'aura pas tellement besoin de vous. Pour le forage, ce qui peut se passer, c'est que les sociétés de services
des fois, décident de mettre en place des têtes de pont. C'est ce que j'avais fait, par exemple, avec Schlumberger au Bénin, ou ce que j'avais fait, j'avais lancé avec Schlumberger en 2013 à Dakar, ou même au Togo, on avait fait ça au Togo. Donc, on met des têtes de pont, c'est-à-dire des bases logistiques légères. Donc, il va y avoir peut-être 5, 10 personnes de la société. Mais ça peut commencer à être intéressant. Hein. Ça peut commencer à être intéressant d'un point de vue rentabilité. Alors, moi, ce que je vous conseille là, c'est qu'il ne va pas y avoir d'appel d'offres. Okay? Donc, il faut jouer au niveau du relationnel. Il faut avoir soit des contacts au niveau du siège, soit alors vous passez par LinkedIn, vous liez des contacts avec les sociétés, et vous faites ça seulement si vous savez que Schlumberger, que par exemple Total ou ExxonMobil vient au Sénégal, et ExxonMobil a commencé une campagne, a fini sa campagne de sismique, et maintenant ExxonMobil va commencer un forage. Là, si vous savez que ExxonMobil va commencer un forage, vous pouvez commencer à aller voir les gens d'ExxonMobil localement, ou bien contacter les gens de l'ExxonMobil au niveau du siège, ou bien faire des recherches sur LinkedIn pour savoir qui est là d'ExxonMobil, etc., etc. Je vous fais confiance parce que Dakar, c'est une petite ville et en général, on sait plus ou moins qui fait quoi. Donc, vous arriverez assez facilement à trouver. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des opérateurs? Au niveau des opérateurs, ils vont avoir besoin, d'abord, ils vont loger des ingénieurs dans un hôtel. Okay. Alors là, vous ne faites pas de soucis. En général, ils vont choisir Terubi ou ils vont choisir Novotel ou Ibis. Okay. Ça sera, ils ne connaissent pas trop, donc ils vont choisir les trucs qui vont revenir directement. Donc, au niveau hôtelier, pour les petits hôtels ou pour les boutiques hôtels, ça va être plus difficile, ça va être relativement difficile. Et ensuite, une fois après un certain temps, ils vont loger les personnels, les ingénieurs dans des guest house, dans des appartements. Et là, il y a des possibilités de se faire de l'argent au niveau des PME. Ensuite, les gens qui arrivent à l'aéroport, systématiquement, il y a quelqu'un pour les recevoir. Il y a ce qu'on appelle le meet and greet. Donc, il faut être malin là. Hein. Il faut être malin parce qu'il y a quelques années, quand j'étais avec Schlumberger, j'ai une boîte qui m'a contacté pour faire du meet and greet. Et quand je suis allé les voir, ces gens-là, c'était super bien, ils étaient présentés bien. Mais le problème, c'était la dame, elle me présentait que des hôtesses. Elle a été spécialisée pour les hôtesses, pour les salons de prêt-à-porter, les défilés de mode, etc. Et donc, c'était des jolies jeunes femmes, mais je suis désolé, mais les mecs, ils ont passé 4 semaines en mer, ils ont 25 ans, ils arrivent à terre. Si le meet and greet, c'est des jeunes femmes, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. C'est pas possible. Donc, réfléchissez. Au niveau du meet and greet, il y a quelque chose à faire. Il faut proposer des chauffeurs. Il faut proposer aussi transporter les gens depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, par exemple. Faire ce genre de choses. Alors ensuite, il y a un truc qui n'est pas bête, auquel j'ai pensé quand j'étais au Ghana il y a quelques années. C'est que ces ingénieurs qui sont là, souvent, ce sont des Anglais, des Américains, et ils n'ont pas l'habitude d'aller dans les restaurants, ils n'ont pas l'habitude, ils mangent sur le lieu de travail. Okay. Et là, quelque chose qui ne serait pas bête, à mon avis, de faire, et ça n'existe pas encore, je sais ce que je suis en train de faire pour la question. Ce qui serait pas bête, ça serait pour vous de proposer des livraisons de packs de nourriture, vous savez, un petit package avec du riz, avec un hamburger, ce genre de choses aux gens qui sont dans les bureaux. Et ça n'a l'air de rien, mais je connais des gens au Nigeria qui ont fait fortune en faisant ça pour des sociétés comme Schlumberger, Halliburton, etc.
Donc, vous pourrez faire ça avec les sociétés, les opérateurs qui sont là pour produire le pétrole, et avec les sociétés de services qui viennent là pour les assister. Donc, je pense que là, il y a un marché à prendre. Je pense qu'il y a un truc intéressant. Ensuite, il y a les cliniques, le service de clinique. OK. Il y a aussi la liaison avec les autorités locales. Ce n'est pas souvent évident. Ils vont avoir besoin de recruter des gens qui vont faire les liaisons avec les autorités locales. Il va falloir des zones de stockage et d'entreposage, donc des hangars, des zones pour le stockage. Pour les sociétés de services qui font la marine, par exemple, il y aura besoin de faire l'avitaillage pour la sismique, exactement, donc le carburant. Pour les services météo-océan, les services topographiques, les études d'impact environnemental, tout ça, ça existe localement. Donc, il y a déjà du boulot. Il y a du boulot possible, mais ne vous inquiétez pas. Les sociétés d'impact environnemental, qui font de l'impact environnemental, qui existent au Sénégal, je crois qu'elles sont déjà sur le coup. Il y a tout ce qui est imprimerie. Il y a aussi relations publiques, donc imprimer des brochures, des cartes de visite, etc. Et finalement, il y a la représentation locale. Alors, quand vous êtes là, il y a un truc, il faut réfléchir. Il faut se dire que les sociétés, les opérateurs vont avoir besoin de sociétés de services. Que ces sociétés de services, elles ne vont pas installer une tête de pont au Sénégal si ils n'ont pas de contrat. Par contre, quand ils auront un contrat, la première chose à faire, que vous devriez faire, c'est de savoir, par exemple, je ne sais pas moi, telle société va faire le catering va faire la restauration collective sur telle plateforme. Il faut que je les contacte. Parce que cette société-là, ils n'ont pas de représentation au Sénégal. Donc, je peux les représenter localement. Donc, contactez-les. Et en général, ils seront très contents d'avoir une représentation locale. Très, très contents d'avoir une représentation locale. OK? Alors, ça, c'est quelque chose, il faut que vous réfléchissiez. Quel est le cœur de votre boulot, le cœur de votre métier? Et dans le cœur de votre métier, donc, à partir de là, qui je pourrais contacter, que je pourrais représenter, qui va être enthousiasmé par mon expérience locale, par mes connaissances, etc., et à qui je pourrais apporter de l'aide d'un point de vue administratif, d'un point de vue logistique, d'un point de vue marketing, d'un point de vue commercial, etc., localement. Ça, c'est quelque chose auquel il faut que vous pensiez. Qui vous pouvez représenter localement? Avec qui vous pouvez faire un partenariat? OK? Donc, nous voilà, on va supposer qu'on a découvert quelque chose. Alors, on va passer dans la zone que, en général, les pétroliers n'aiment pas, parce que ça coûte beaucoup d'argent, c'est là où on dépense beaucoup d'argent et on ne produit rien. Donc, grosso modo, si vous imaginez que ça, c'est la production qu'on va avoir, on est dans cette zone juste avant la production. C'est la zone où on dépense beaucoup de CAPEX, on a beaucoup de dépenses de CAPEX. Okay. On a zéro revenu, le revenu est plat. On commence à avoir un peu de dépenses d'OPEX, et donc nos dépenses explosent. Okay. Le cash flow passe carrément en négatif. On était déjà en négatif, mais là, on s'enfonce. Hein. On s'enfonce beaucoup. Et on n'a aucun revenu. Ça, c'est la phase d'évaluation et de développement. D'abord, comment on va dire que c'est commercial? Ça, c'est très important. D'abord, ça dépend de l'économie. Ça dépend, par exemple, du prix du baril. Ça dépend de votre société. Si vous êtes une grosse société, en général, il vous faut une grosse découverte. Ça dépend de votre stratégie. Ça dépend du terrain sur lequel vous êtes, si vous êtes en offshore profond ou si vous êtes à terre. Ça dépend du pays, avec du risque politique dans le pays, des contrats avec le gouvernement, etc.
ce qu'on appelle la MER, c'est-à-dire Minimum Economic Resource, c'est-à-dire ressources économiques minimum, okay, c'est-à-dire la taille de pétrole ou de gaz minimum qu'on doit trouver, ce n'est pas fixe. Donc, quand on est à terre aux États-Unis, il suffit de trouver 3 à 10 millions de barils. Quand on est à terre en Afrique de l'Ouest, il faut déjà monter à 5 à 10 millions de barils. Et quand on est en offshore profond, eh ben, il faut avoir 100 à 300 millions de barils pour que ça soit intéressant. Maintenant, il arrive dans certains cas que des nations, des opérateurs, même quand la limite n'est pas intéressante, ils poussent les opérateurs, par exemple, à exploiter du gaz pour des raisons d'indépendance énergétique. Okay? D'un autre côté, un opérateur, il peut avoir fait une découverte. La découverte peut être économique, mais ils peuvent décider de quitter le pays parce qu'il y a des incertitudes politiques, parce qu'on veut changer le code pétrolier, parce qu'on veut… ils peuvent décider de quitter. Ça arrive très souvent. Okay? Donc, un exemple, comme si on raisonne qu'on est dans le pétrole. La question, est-ce qu'on va fort ou pas? On ne dépense rien, mais on ne trouve rien. Si on va, bah, ça va coûter 100 millions de dollars. Dans 65% des cas, on ne va rien trouver. Donc, on va se retrouver avec moins 100 millions de dollars. En 35% des cas, on va faire une découverte. Et là, si on fait une découverte, dans 10% des cas, ça va nous rapporter de valeur actuelle aux alentours de 5 milliards de dollars. Dans 30% des cas, ça va nous rapporter 2,5. Et dans 60% des cas, on n'aura rien trouvé. Ça sera, excusez-moi, on aura trouvé, mais ça sera la limite économique. On aura moins 100 millions de dollars. Alors, eh ben, on fait 0,5, c'est-à-dire, OK, multiplié par 10%, multiplié par 5000, multiplié par 30%, multiplié par 2500, moins 60%, multiplié par 100, moins 65%, c'est-à-dire ça, multiplié par 100. Ce qui veut dire que ce champ a ce qu'on appelle expected monetary value, une valeur monétaire attendue de 3 $. Et on regarde, est-ce que cette valeur correspond à notre stratégie? Est-ce qu'on veut aller sur ce champ ou pas? OK. Voilà. Alors, je vais faire un petit point également sur les réserves. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de confusion dans les journaux au Sénégal là-dessus. C'est catastrophique, c'est énervant. OK? Au Sénégal, pour le moment, c'est bien, autant que je le sache, on a presque 0 réserve de pétrole et de gaz. C'est presque au niveau de 0 ici. OK? Alors, comment ça marche? D'abord, on fait la différence. D'abord, on a le pétrole qu'on a produit. Okay? Et ensuite, on a les réserves. Les réserves, c'est ce qui est commercial. C'est ce qui rapporte de l'argent. D'accord? Ensuite, on a ce qu'on appelle les ressources. Il y a 2 types de ressources. Il y a les ressources contingentes et les ressources prospectives. OK? Et à partir de là, c'est là qu'on regarde comment on va faire les choses. Alors, on fait par exemple une évaluation. Ici, j'ai pris un champ, c'est un champ au Sénégal, et j'ai fait une étude. Et sur cette étude de ce champ au Sénégal, j'ai fait différents modèles. Chaque petit point correspond à un modèle particulier du champ. Okay? Et chaque point, j'ai fait varier des tas de il y a des tas de variables, des tas de valeurs, la porosité, la taille du champ, etc., etc. Et j'ai fait varier tout ça. Et à la fin, bah, ça m'a donné cette courbe-là, avec la quantité de pétrole ou de gaz, okay, qu'il y a dans ce champ. Et on voit qu'il y a 90% de chances qu'il y ait
plus de 195 millions de barils de pétrole. On a 50% de chances qu'il y ait plus de 216 millions de barils de pétrole et on a 10% de chances qu'il y ait plus de 239 millions de barils de pétrole. C'est comme ça qu'on calcule les ressources, c'est comme ça qu'on calcule les réserves. On regarde des pourcentages. Okay. Donc les réserves, c'est si vous voulez, à l'heure actuelle, il y a Gadiaga, sur lequel vous pouvez dire qu'il y a des réserves de gaz. C'est tout. Okay. Les réserves, ça c'est des réserves prouvées. Les réserves probables, bah, c'est celles qui ne sont pas prouvées. C'est-à-dire que c'est celles qu'on n'est pas sûr qu'elles soient récupérables sous les conditions économiques, les conditions d'opération et les régulations gouvernementales actuelles. On n'est pas sûr que ça va rapporter de l'argent. Et les réserves possibles, eh ben, on en est encore moins sûr. Okay. Alors, pratiquement, à quoi ça correspond? Si on s'imagine que c'est une carte d'un champ, là, il y a des puits qui ont été forés, qui sont ces petits cercles blancs. Okay. Toute la zone qui est définie là par les puits qu'on a forés, où on a trouvé du pétrole, ce sont des réserves prouvées. Maintenant, cette zone où on va forer des puits, et on sait qu'il y a des grandes chances d'avoir du pétrole, sont des réserves probables. Et toute la zone autour, et la zone qui est de l'autre côté de la faille, ça c'est une faille, ce truc en train de scier là, qui est de l'autre côté de la faille, ce sont des réserves possibles. Voilà à quoi ça correspond.